Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un point lecture qui sera moins fourni que le second point lecture parce que j'attends un peu moins, j'ai décidé de vous en sortir un par mois à peu près. J'espère que ça va vous plaire. Je pense que je vais l'intituler, vous le savez déjà, mais je pense que ça va être presque que des coups de cœur, ou des coups de cœur ou presque, un truc comme ça, parce que vraiment, ces dernières lectures ont été absolument géniales. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. J'ai l'impression que j'essaie de mieux en mieux choisir mes lectures en ce moment, ou en tout cas ce qui me fait envie sur le moment, donc je suis très contente. Vous allez voir, il y a beaucoup de fantasy, young adulte, je dirais, il y a une BD, bref, on commence tout de suite. J'ai fini mars et commencé ce mois d'avril avec Au bout du rêve de Farah Rochon aux éditions Hachette, dans leur collection Hachette Heroes. Je vous avoue, je l'avais gardé exprès pour mes vacances d'avril parce que j'en avais besoin. Parce que j'en avais absolument besoin, j'avais besoin de rêver un petit peu, j'avais besoin de retrouver du Disney en fait, tout simplement, de cette douceur du Disney. Et je ne suis pas déçue. Il faut savoir que pour moi La Princesse et la Grenouille est loin d'être le meilleur Disney. Je n'aimais pas vraiment Tiana. Je l'aime pas vraiment, elle est assez rabat-joie et tout, et peut-être qu'elle me rappelle un peu trop mes sacrifices à moi pour le travail. C'est possible que finalement Tiana m'énerve un peu parce qu'elle me ressemble aussi, ou que je lui ressemble en tout cas. Bref, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais en lisant Au bout du rêve, et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis aperçue que finalement ce roman m'a fait davantage apprécier les personnages de La Princesse et la Grenouille. Pour vous faire le résumé, en gros on est à ce moment charnière où vous êtes, il me semble, dans le cimetière je crois, et en gros vous avez le professeur Facilier, vous savez le mec qui fait peur avec ses amis de l'au-delà là, celui-là, et ben il arrive et il fait à Tiana en gros, il lui propose un marché. Dans le dessin animé elle refuse le marché, tout finit bien machin. Dans ce livre là, et si Tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres, elle accepte le marché qu'il lui propose, elle donne ses conditions, etc. Mais en gros, elle récupère la vie de son père, elle récupère son père en vie, et si elle oublie Naveen. En gros, tout le monde est retransformé en humain, plus personne n'est une grenouille, hein, voilà. Et elle récupère aussi son père en vie, et elle va monter un restaurant avec lui, etc. Mais il faut qu'elle oublie Naveen. Elle ne peut plus être proche de Naveen, ça n'est plus possible. Et Naveen l'a totalement oublié. Vous vous doutez que c'était vraiment chouette de les voir retomber amoureux. Alors de le voir lui retomber amoureux parce qu'elle s'en souvient. Et c'est un cruel déchirement de le croiser à chaque fois et de se dire que bah nous ne serons jamais ensemble. Voilà, c'est un cruel déchirement pour elle. C'est aussi très très chouette de voir son rêve réalisé avec son père qui est là, et son restaurant qu'elle tient elle-même avec son père et avec sa mère qui vient aussi donner un coup de main. C'était vraiment chouette de voir ça, de la voir accomplir ce rêve-là, et en même temps, est-ce vraiment le plus important par rapport à l'amour qu'elle porte à Naveen, etc. Et surtout, quelles conséquences ça va avoir, parce qu'ils ont quand même ramené son père à la vie. Enfin, à un moment donné, tu contraries un petit peu le destin et l'univers. Je dis ça, je dis rien. On retrouve des personnages super chouettes, on retrouve Louis par exemple, vous savez, ce crocodile qui joue du jazz, etc. C'était très très chouette. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de comparaisons au niveau des Twisted Tales, mais je l'ai adoré, ça se lit tout seul, et regardez comme il est splendide. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai continué ma lecture de la saga Le Peuple de l'air, je crois, après Le Prince Cruel dont je vous ai parlé dans le dernier update lecture, je vous invite à aller voir. J'ai continué avec Le Roi Maléfique et aussi avec la nouvelle Les Sœurs Perdues. Donc en tout cas, je vous en dis très très peu, mais on est avec Jude Duarte qui a deux sœurs qui vivent paisiblement, là je vous dis vraiment le résumé du tome 1, promis, pas de spoil, qui vivent tranquillement dans le monde des humains avec sa mère, avec son père, etc. Et d'un coup, il y a Madoc, un général faé qui arrive, qui tue leurs parents et qui recueille les trois filles chez lui dans le peuple des... dans la terre des faés, Terra Fae, voilà, tout simplement. Et du coup, Jude et sa petite sœur qui sont humaines, parce que leur grande sœur, leur première grande sœur, c'est la fille de Madoc, celui qui est venu récupérer tout le monde, et tuer tout le monde surtout. La grande, en fait, c'est leur demi-sœur, elle est à moitié faé, et elles sont deux humaines au pays des faés. Un peu compliqué parce qu'elles peuvent être ensorcelées. Globalement, c'est un danger de tous les instants, elles peuvent être ensorcelées, il peut leur arriver plein de choses et elles vont grandir dans ce milieu-là.
Voilà, dans le prince cruel c'est ce qu'on voyait, on les voyait prendre des cours avec un prince justement cruel, etc. Dans le roi maléfique, on avance largement. Après cette histoire, Jude a montré toute sa détermination, toute sa stratégie aussi, hein, c'est un fin stratège. Et on arrive dans une situation où tu te dis mon dieu il me faut la suite à la fin du tome 1. Et ce tome 2 j'ai trouvé qu'il... franchement je pense que je l'ai préféré au tome 1, il tient vraiment toutes ses promesses. Tu as de l'action. Tu as des complots politiques, tu as de la royauté comme j'aime bien, tu as une romance en fond, bref, franchement, il tient vraiment toutes ses promesses, je vous le conseille si vous avez aimé le tome 1. Le tome 2 est dans la même veine, mais j'ai trouvé qu'il était un peu mieux, pour le coup. Peut-être que c'est le fait de ne pas installer tout l'univers, etc., mais j'ai beaucoup adhéré au tome 2, c'est un... Je sais pas, je pense que ça va être érigé au rang de saga coup de cœur en fait, parce que je peux pas vraiment différencier les 3 tomes, je pense. J'attends de lire le tome 3 avant de vraiment me prononcer, mais voilà. Par contre, les Sœurs Perdues, je crois que j'aurais dû le lire entre le tome 1 et le tome 2, mais comme j'ai vu qu'il était sorti entre le tome 2 et le tome 3, bah, je l'ai lu entre le tome 2 et le tome 3, sauf que en fait il reprend l'histoire du tome 1 avec le point de vue de Taryn, qui est la sœur de Jude, et que j'aime pas trop de base. Donc forcément quand t'atterris dans une nouvelle, déjà moi j'aime pas le format nouvelle du tout, mais en gros quand tu suis Taryn, un personnage que j'aime pas trop, qui est là pour soi-disant présenter des excuses pour un truc qu'elle a fait, mais en fait qui présente pas du tout d'excuses, et qui explique que, en quoi elle est selon moi idiote. Voilà, en fait j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose à l'histoire, et en plus ouais il y avait un côté un peu agaçant. Alors j'ai mis des signets quand même parce qu'il y a des choses qu'elle dit que j'aime bien et que j'ai voulu garder, mais franchement si vous ne le trouvez pas, si vous ne le lisez pas, vous ne manquez pas grand chose. C'est vraiment le point de vue de Taryn sur des événements du tome 1, du coup j'ai l'impression de relire la même chose. C'était pas incroyable, c'était pas indispensable. C'était un ajout. Je sais même pas si je suis contente de l'avoir lu, vraiment. J'en suis ressortie totalement indifférente. Voilà, c'était un ajout. Voilà, j'ai eu le point de Taryn, que je n'aime toujours pas beaucoup. Voilà, ça m'a confortée dans mon idée que je l'aime pas en fait. Aussi simple que ça. Mais c'est tout, au moins comme ça j'aurais lu la saga en entier. Ensuite, petit break dans les romans parce que les 2 derniers sont de petites pépites, j'ai trop hâte de vous en parler. Mais j'ai aussi trouvé une pépite BD qui sort là dans 2 jours pour vous. Cette vidéo sortira mercredi, cette BD est annoncée sortant vendredi 28 avril et franchement c'est trop bien. Il s'agit de Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint. C'est aux éditions Dupuis. En fait j'ai fait un aussitôt reçu, aussitôt lu. En plus on avait fait un dimanche graphique dimanche dernier, donc si vous ne savez pas ce que c'est, en gros on fait un read with me, un moment où on lit tous ensemble et on papote lecture sur Twitch. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et en gros j'ai lu cette BD et j'étais rejointe par des copines qui lisaient aussi des graphiques, des ouvrages graphiques. En fait l'avantage de ce live c'est qu'à la fin du moment de lecture, vous avez plusieurs avis sur des graphiques. Et ça c'est, enfin moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis très contente de poursuivre ce concept. Et du coup moi j'ai lu Les vies de Charlie. Et les gars, qu'est-ce que c'était bien! Mon dieu, qu'est-ce que c'était bien! On suit donc Charlie, je peux le maintenir comme ça parce qu'en fait c'est un peu lourd. Et j'ai mal au dos et poignet aujourd'hui. Désolée, mais bref, on suit Charlie qui travaille dans une entreprise très bizarre, très particulière. C'est une entreprise qui vous recycle, c'est-à-dire que... Alors attendez, je pense que j'ai le petit truc de presse là. En gros, ça dit vous mourrez, nous recyclons. Je trouvais ça trop drôle. C'est pour ça que je l'ai demandé. Évidemment, ça parle de deuil, de vie après la mort, etc. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Déjà, je trouve ça très chouette. Après, à l'intérieur, je vous avoue, c'est pas forcément le style graphique que j'apprécie lire. Bon, attendez, j'ai perdu le dossier de presse, mais on s'en fiche. Regardez, je vous montre d'un peu plus près. C'est pas forcément le style graphique que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai mis des signets. Regardez, j'ai mis des signets. Je ne mets jamais de signets dans une BD, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois. Mais en fait, on suit Charlie, donc qui est dans une entreprise qui globalement recycle vos défunts. C'est-à-dire que vous faites appel à cette entreprise pour que votre grand-père décédé ou je sais pas qui devienne du compost et que vous puissiez planter un arbre avec, ou un sac à main, ou un portefeuille, ou d'autres trucs. Bref, des peluches aussi bourrées de cheveux. Enfin, bref. C'est un peu glauque, voilà, autant vous le dire tout de suite, c'est un petit peu glauque c'est vrai, mais pourquoi pas, en vrai il y a des choses qui se font déjà, il y a des choses qui se font déjà. Et du coup, enfin peut-être pas les sacs à main, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des choses qui se font déjà, genre l'espèce de compost là, tu peux le faire. Et bref, d'un seul coup, Charlie donc est au service clientèle de cette entreprise, et il prend un appel, juste avant 17 h, en plus il est dégoûté, et c'est un petit garçon
qui vient de perdre sa maman et qui demande où est passée son âme. Et de là découle toute une histoire où Charlie va mener l'enquête. Que fait-on des âmes dans son usine? Alors oui, il y a un côté paranormal, j'irais pas jusqu'à dire religieux, même si j'aime beaucoup, s'il y a une religion qui dit tout ça, j'aime beaucoup, ça me va bien comme vie après la mort. Et en gros il va mener son enquête parce que il s'aperçoit qu'on recycle en effet les corps, mais qu'on en extrait l'essence de la personne et que cette essence monte dans le plafond. Donc il va aller chercher et il va suivre les tuyaux et tout, et il arrive à un endroit où on comprend la vie après la mort, où on comprend ce qui se passe une fois qu'on décède, et c'était trop bien. C'était trop bien, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses où finalement tout n'est qu'un éternel recommencement, rien n'est jamais fini, et je pense que mes signets sont vraiment sur ça. Je crois qu'il y a un signet, c'est peut-être la machine. Non, il y a un signet, c'était pour ne pas oublier de vous parler. En fait, c'est une entreprise super bizarre où globalement tu es incité pendant, je sais pas, un quart d'heure à aller faire de la marche. Mais du coup, vous voyez, vous devez faire un tour. Enfin, en gros, ils ont construit un truc circulaire avec soi-disant des dessins d'arbres pour que tu marches pendant 15 minutes. Et par exemple, t'as genre 10-15 minutes où tu dois, ou je sais plus, 5-10 minutes, je sais plus. Mais bref, un temps imparti où tu te retrouves dans une salle et tout le monde doit rire. C'est une pause rire. Et vous avez la pause larme, parce que voilà, et on vous dit oui c'est bon pour le cerveau, machin. Donc on est vraiment dans une société particulière qui tend à tout contrôler pour soi-disant votre bien-être. Mais globalement, ils font exprès de vous faire rire. Et à la fin, si tu n'as pas ri, ça te dit oui, par exemple Manon n'a pas ri durant cette session, vous aurez moins 5% de salaire. Et je sais plus, il y a un autre truc qui fait que tu perds encore autre chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Je sais plus si c'était du temps ou je sais plus, ou des congés, je sais plus. Et bref, Charlie va s'investir de cette mission. Qu'est-ce qu'on fait de l'âme? Qu'est-ce qu'on a fait de l'âme de cette maman? Et du coup, il y a une page aussi dédiée à toutes les religions possibles. Et il est en mode non, c'est pas ça. Franchement, je pense qu'on en fait autre chose. Et je trouvais ça cool aussi, ce petit clin d'œil là. Et vraiment, je crois que les autres signets que j'ai mis, c'est vraiment je sais que nous nous retrouverons. Ça, c'était joli. Je peux pas vous dire avant parce que sinon je vous spoil. Et vraiment, là non, je peux pas vous le dire, mais c'est beau, c'est beau. Ça dit qu'en gros nous sommes tous liés et que les gens qui sont autour de toi sont globalement des âmes qui te sont liées et qui te suivent par-delà les âges, par-delà les époques. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Je vous incite vraiment à découvrir cette BD qui a un petit bijou. C'est un petit bijou sur le deuil, sur la vie après la mort. Franchement, je pense que je vais la relire plusieurs fois parce que c'était beau, la couverture est splendide, je vous la conseille 1000 fois, voire plus. Ensuite, je dois encore vous parler de deux romans, je vais vous parler de Light Lark d'Alex Astor aux éditions Lumen. C'est un roman que j'ai... En fait, je savais que je le voulais, et je le voulais tellement d'ailleurs que j'ai la version reliée. Du coup, je l'ai assez aimé pour avoir les deux versions. Voilà, et je pense que je vais les garder parce qu'ici j'ai les signés et ici j'ai la beauté. Voilà, les deux sont très beaux, mais c'est vrai que la version reliée a quelque chose de plus, hein. On va pas se mentir, mais comme j'en ai marre que tout le monde fasse des éditions reliées, franchement ça m'énerve. Ils font tous des éditions collector, des éditions reliées, alors ils ont tout à fait raison sur un plan de vue marketing. Vous avez raison, mais moi ça me vénère parce que ça coûte cher à un moment donné, et du coup ça me fait acheter moins de livres. Bon, c'est pas plus mal pour ma pile à lire, vous direz, mais voilà. Et du coup, j'ai lu Light Lark. Dans Light Lark, vous avez ici 6 royaumes qui sont reliés par ici à Light Lark. Et en gros, vous avez les royaumes de... Ah, je me souviens plus. Vous avez les royaumes des sauvages, vous avez les royaumes des nocturnes, un truc comme ça, les solaires, les azuréens, etc. Enfin bref, chaque peuple a un pouvoir qui lui est propre. Sauf que voilà, des malédictions sont tombées sur les différents peuples. Par exemple, les sauvages, leur malédiction, c'est qu'ils ne peuvent se nourrir que de cœurs humains. Et que quand ils tombent amoureux, ils doivent forcément assassiner leur moitié. Voilà, voilà, c'est sympathique. Et il y a un peuple qui ne peut pas vivre plus de 25 ans je crois, enfin bref. Il y a des malédictions comme ça et tous les 100 ans se réunit ce qu'on appelle le centenal où vous avez les souverains des différentes nations qui arrivent sur Light Lark et en gros qui doivent essayer de déjouer la malédiction. C'est le seul moment où ils peuvent le faire. Il y a déjà, je crois que c'est le 6e essai il me semble, et on commence à comprendre petit à petit que ça sera le dernier. Vraiment il va falloir se bouger les fesses les gars parce qu'à un moment donné ça ne sera plus possible, tout va s'effondrer. Et on suit dans ce contexte, on suit, comment elle s'appelle? Isla. On suit Isla
qui est reine des sauvages, qui garde pas mal de secrets et qui va apprendre à découvrir les autres souverains et à découvrir surtout la vérité sur les malédictions et sur la prophétie, etc. Et j'ai trouvé ça génial. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'était une super bonne lecture et j'ai beaucoup trop hâte de lire les tomes suivants parce que je sais pas, c'était vraiment bien, il y a eu des rebondissements, il y a eu un dénouement qui était intéressant, je pensais avoir vu venir les rebondissements, ça n'était pas vrai, je ne les avais pas vus venir, c'était faux, mais vraiment super chouette, super bonne lecture, j'étais totalement immergée du début à la fin, je vous le conseille, si vraiment ça vous intéresse, regardez, j'en ai même acheté le relié, c'est pour dire, voilà, c'est pour dire, moi qui avais dit non c'est mort, j'achèterai pas le relié et tout, en fait quand vous comprenez ce que c'est là ce château, vous êtes en mode oh en fait il est très beau quand même, c'est juste que en fait entre les deux couvertures je comprenais pas, je comprenais pas le rapport. Parce que là t'as un cœur fait avec des fleurs et tout, et en lisant le résumé tu comprends que tu suis la reine des sauvages, donc la reine du peuple lié à la nature, tu comprends un petit peu qu'il doit bouffer des cœurs, ok, mais là, franchement tu comprenais pas. Et en fait c'est parce que Lightlark c'est là où règne, en gros t'as le souverain des solaires, et du coup t'as le soleil, le grand château et tout, bref. Je vous le conseille, c'était très chouette. Et enfin, dernier roman, et décidément je m'aperçois que j'ai lu pas mal de sorties en dehors du Roi Maléfique. J'ai lu pas mal de sorties ces derniers temps, ces derniers mois, depuis janvier. Aussitôt reçu, aussitôt lu. C'est plutôt pas mal, on continue comme ça. J'ai lu Violet Made of Thorns de Gina Chen dans la collection R, donc chez Robert Laffont, et ici on suit Violette qui est une prophétesse. À quel point c'est cool. Franchement, c'est quand la dernière fois que vous avez lu un livre avec une prophétesse? Moi je m'en souviens même pas, j'adore ça, c'était trop bien. Elle avait, genre elle entendait des voix, elle avait des visions et en gros elle est dans un univers de fantasy particulier, elle connaît le prince qu'elle a sauvé d'une mort certaine lorsqu'il était petit. Et en gros le prince doit se trouver une épouse parce qu'il y a une malédiction. Là aussi il y a une histoire de malédiction. Il y a une malédiction qui pèse sur le royaume avec, on vous dit, l'arrivée de roses de sang qui vont maculer le sol et la guerre. Et tout ça est lié, semble lié en tout cas, au prince et à son épouse. On vous dit que son épouse apportera soit la prospérité, soit la damnation. Et du coup, le petit prince c'est le surnom qu'elle lui donne, mais le prince doit trouver son épouse. Et en fait, étant donné que c'est un grand romantique, il n'a pas très envie de se précipiter, il est pas né de la dernière pluie, il se fait pas avoir par des arrangements, etc. Et du coup c'est un peu compliqué pour Violette d'essayer de donner des réponses avec ses prophéties alors qu'elle voit que ça va être la catastrophe et que son prince romantique ne bouge pas. Voilà, tout en sachant... Ah oui, dans Lightlark il y a un tout petit triangle amoureux, tout petit, vraiment tout petit, qui ne dérange pas trop l'histoire, il y a un petit peu de romance mais pas grand chose. Ici on a une romance en fond qui n'est plus tant en fond que ça. On n'est pas comme dans Le Pont des Tempêtes qui est génialissime avec une romance belle et bienveillante. Ici la romance n'est ni belle ni bienveillante, on va pas se le cacher. Vraiment je trouve le personnage masculin insupportable et elle aussi parfois elle était insupportable. Donc non, c'était pas beau et bienveillant, c'était une romance ok. Tu la vois venir pendant un moment, elle est assez particulière et en même temps elle ne m'a pas non plus tant agacée que ça, c'est à dire que j'avais envie que ça marche tout en sachant que ça ne pourrait pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? En fait depuis le début tu sais que ça va être compliqué cette histoire quand même et à un moment donné t'as bien envie quand même que ça fonctionne simplement et en même temps t'as très envie que ça se complique. Il y a des rebondissements que j'ai pas du tout vu venir, mais pas du tout vu venir, vraiment. J'ai mis plein de signets par contre, il y a plein de phrases, je sais pas si vous verrez, mais j'en ai mis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Il y a plein de phrases que j'ai voulu garder de ce roman, c'est pas un coup de cœur parce que la romance n'est pas assez bienveillante pour moi, mais... c'est vraiment c'est du enemies to lovers, mais vraiment. Si, Lightlark c'est un peu enemies to lovers aussi avec pas mal de slow burn. Ici tu comprends qu'il y a un passif entre les deux depuis le début et t'attends que ça bouge en fait, t'attends qu'ils s'en rendent compte finalement. Mais on est quand même dans une sorte d'enemies to lovers aussi. Même si c'est loin d'être typique, le tout dans un univers de fantasy plutôt cool, qui est menacé par des malédictions avec une prophétesse qui du coup a l'air assez jeune, qui est là pour manipuler un peu le peuple pour le compte du roi et bref, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, on en était pas loin. On en était vraiment pas loin. Je pense que tout étant... En fait, à part Le Prince Cruel qui était un coup de cœur, on est à ça
à ça du coup de cœur pour Light Lark et pour Violet. Vraiment on n'est pas loin, mais non, ça ne m'a pas fait autant vibrer que je le pensais. Je l'ai dit sur Twitch et dans la vidéo sur le tier list de mes coups de cœur, mais vu comme elle était longue, il est possible que vous soyez passé à côté. Et pourtant elle faisait 1h20 à la base, hein, donc j'avais bien réduit. Mais moi quand j'appelle un roman coup de cœur, c'est que vraiment ça a fait palpiter mon cœur, ça m'a fait vibrer le cœur, d'où le pseudo d'ailleurs Vibration littéraire à l'époque, que j'avais trouvé en 2015. Voilà, moi à chaque fois la vibration littéraire, justement, c'est quand un livre me fait vibrer, c'est vraiment un coup de cœur. Là pour le coup ils m'ont fait à moitié vibrer, donc on n'était pas loin mais on n'y était pas. C'est aussi simple que ça. Je pense que je vais mettre presque des coups de cœur parce qu'on n'était pas loin. Le Roi Maléfique, je pense que ça fait partie d'une saga que je ne suis pas prête d'oublier, donc je sais pas si on peut l'appeler coup de cœur. En fait, comme j'ai enchaîné tome 1 et tome 2, j'ai du mal à différencier les deux et je pense que j'aurais du mal à différencier le tome 3 aussi. Pour moi c'est comme La Porte du Roi que j'ai lu comme ça, les 3 tomes en 2 mois je crois. C'est vraiment une histoire pour moi qui se suit et qui ne se différencie pas en tomes, donc voilà, mais en tout cas Violet c'était une super bonne lecture, tout comme les autres en fait. Il n'y a aucune mauvaise lecture dans ce point lecture et j'en suis ravie. En tout cas c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous font envie ou si je vous ai donné envie de les lire, ça serait trop chouette. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.